Merci Dania. C'est vraiment un plaisir de t'écouter. Vraiment. Pas de questions. Il n'y a pas de questions, c'est clair. C'est les deux présidents qui vont lever leur veto. Il n'y aura pas de questions. Non, mais j'imagine que la conférence... Pas les maris non plus. Hein. Pas les maris, des questions à la maison. Tu poseras tes questions à la maison. Non, mais c'était un plaisir de t'écouter. Une conférence très impactante, assez complète. Moi, je dirais une seule chose, c'est qu'on est encore très timide au Maroc dans le diagnostic de l'amylose. Je te donne raison sur le fait qu'un cardiologue ne peut pas le faire tout seul. Il faudrait vraiment tout un staff. La bonne nouvelle au Maroc, c'est qu'on est, disons, à jour avec les guidelines, puisque le Tafamidis a eu son AMM au Maroc, et bientôt on va la voir. C'est une bonne nouvelle en avant-première. Donc, sur décision présidentielle, il n'y aura pas de questions. Donc, sans trop tarder, on est un petit peu en retard parce qu'il y a l'inauguration par la suite. Donc là, on va inviter un autre grand orateur bien connu au Maroc, mais qui n'a pas pu être parmi nous. J'entends le professeur Erwan Donal, qui va nous faire son intervention de Rennes. Vraiment, on est navré de ne pas l'avoir parmi nous. Il va nous parler de l'actualité sur la sténose aortique. Bonjour et merci de donner l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas être à Marrakech, je suis revenu malheureusement au siège de Rennes que je suis, mais je suis quand même content d'être avec vous via cette vidéo pour parler de l'imagerie cardiaque dans la sténose valvulaire aortique et vous donner quelques notions récentes, issues des nouvelles recommandations et de la littérature que j'ai pu lire. Donc merci beaucoup pour m'accueillir auprès de vous et juste quelques mots sur les nouvelles recommandations ORC 2021 sorties en septembre. Vous voyez la place importante qui est donnée à la heart decision, c'est-à-dire que de plus en plus, les patients qui ont des valvulopathie aortique en particulier, nécessitent une discussion pluridisciplinaire comportant éventuellement les médecins en sciences cardiaques, les gérontologues, les cardiologues interventionnels, les chirurgiens, les anesthésistes, les cardiologues imageurs, pour prendre les meilleures décisions possibles vis-à-vis de la stratégie thérapeutique et quelquefois aussi vis-à-vis de la stratégie diagnostique, car quelques patients vont poser des problèmes diagnostiques. Nous y reviendrons. Donc vous savez qu'on va définir une sténose valvulaire aortique par le gradient moyen supérieur à 40, la Vmax supérieur à 4 mètres par seconde et une surface inférieure à 1 cm². Si on n'a pas ce gradient élevé ou cette Vmax élevée avec une surface inférieure à 1 cm², dans ce cas-là, on mesurera le volume d'éjection systolique et c'est quand même très important de mesurer le volume d'éjection systolique, le stroke volume index, avec ce cutoff à 35 ml par mètre carré, comme étant un marqueur pronostic très important, peut-être encore plus puissant si on prenait 30 ml par mètre carré. En tout cas, il faut rapporter dans le compte rendu d'échographie cardiaque ce volume d'éjection systolique indexé. C'est très important. Et je reviendrai ensuite sur les autres aspects. Donc, on va définir plusieurs types de rétrécissement aortique. Donc, le rétrécissement aortique classique, pour lequel il n'y a pas tellement de discussion quant à l'indication à un geste de remplacement valvulaire aortique, qu'il soit péritonéé ou chirurgical, si le patient est symptomatique. Si le patient est asymptomatique, on utilisera la Vmax supérieure à 5 mètres par seconde comme un critère fort pour obtenir l'indication à un remplacement valvulaire aortique. Et, on en parlera tout à l'heure, la fraction d'éjection du ventricule gauche qui ne doit en aucun cas être inférieure à 55%. Si elle est inférieure à 55%, on aura un recours à la chirurgie ou au TAVI. Donc on définit les gradients élevés et les gradients bas. Dans les gradients bas, il y a les fractions d'éjection préservées et les fractions d'éjection altérées. Et on mesurera le volume d'éjection systolique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et malheureusement, il y a une situation où on n'a pas de définition très claire et de décision très claire affichée dans les guidelines. Ce sont les patients qui ont une fraction d'éjection supérieure à 50%, un volume d'éjection systolique supérieur à 35 ml par mètre carré, mais un gradient inférieur à 40 avec une surface inférieure à 1 cm². Là, nous avions mené en France et à Rennes en particulier une étude qui s'appelle l'étude ROTAS, une étude randomisée. Et malheureusement, au vu des guidelines américaines, nous avons dû interrompre cette étude avant d'avoir inclus
tous les patients et je ne suis pas certain que nous aurons une réponse très précise sur une étude randomisée sur faut-il ou ne faut-il pas traiter ces patients qui ont un volume d'éjection systolique supérieur à 35, un gradient inférieur à 40, avec une fraction d'éjection supérieure à 50. Pour l'instant, c'est du cas par cas et c'est une décision de la ARTI. Il y a des situations cliniques, pour revenir sur cette diapositive, où nous sommes donc en difficulté, où on ne sait pas s'il faut rester sur le traitement médical, traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ou à fraction d'éjection préservée, et nous ne savons pas nécessairement si nous avons bien les bons critères pour prendre les bonnes décisions. Le gradient, la Vmax, le volume d'éjection systolique, la fraction d'éjection. Dans certaines situations, il peut être intéressant de rapporter ce volume d'éjection systolique dont je fais la promotion sur les diapositives précédentes à la durée de la systole, c'est-à-dire mesurer le flow rate. Et il y a un certain nombre de papiers dans la littérature, dont des papiers récents, qui laissent penser que ce flow rate, ce volume d'éjection systolique rapporté à la durée de la systole, est un paramètre pronostique qui peut être intéressant et qui peut-être peut nous aider à prendre une décision pour le traitement chirurgical ou interventionnel versus le traitement médical, en particulier si le flow rate est inférieur à 200 ml par seconde. Donc pour le cas particulier des rétrécissements aortiques à fraction d'éjection supérieure à 50%, avec un gradient inférieur à 40 et une surface supérieure à 1 cm², si le volume d'éjection systolique est supérieur à 35 ml par mètre carré, mesurer le flow rate peut être intéressant pour s'il est inférieur à 200 ml par seconde, alors peut-être plus porter l'indication à un traitement que s'il est inférieur à 200 ml par seconde. Donc il y a plusieurs papiers dans la littérature qui nous laissent penser qu'effectivement ce flow rate avec cette valeur cut-off de 200 ml par seconde serait intéressant pour mieux définir le pronostic de patients complexes avec une sténose aortique. Et puis, il y a l'intérêt du strain global longitudinal, dont nous avons étudié les uns les autres à plusieurs reprises la pertinence en plus de la fraction d'éjection. Et il y a cette méta-analyse qui permet de cibler les choses et qui montre bien que si vous avez un strain longitudinal global inférieur à 15% en valeur absolue, quelle que soit votre fraction d'éjection, mais en particulier si vous avez une fraction d'éjection supérieure à 60%, vous avez un surrisque de mortalité multiplié par 2,5, et c'est un marqueur pronostique indépendant. Donc il est intéressant, en plus de la fraction d'éjection, de rapporter la mesure du strain global longitudinal avec cette valeur de 15% comme étant une valeur cut-off très importante. Et puis revenons sur la fraction d'éjection du ventricule gauche. Il y a dans la littérature 3 papiers récents et de grande envergure qui laissent penser que le cut-off de 50% qui était utilisé jusque-là était une erreur et qu'il faut au moins considérer la valeur cut-off de 55%, voire 60%, comme la limite à ne pas dépasser pour définir une fraction d'éjection préservée quand on a un rétrécissement aortique. Et donc on ne doit pas laisser un patient atteindre 50%, on doit opérer le rétrécissement aortique quand la fraction d'éjection atteint 55%, car comme vous voyez sur ces différentes courbes de survie, le fait d'avoir une fraction d'éjection qui est entre 50 et 55%, est associé à un clair surrisque d'événement, et donc il ne faut pas attendre cette valeur de 50% pour proposer un remplacement. Dès 55%, les nouvelles guidelines incitent à proposer un geste de remplacement valvulaire, et il y a des papiers qui laissent penser même qu'il faudrait ne pas descendre en dessous de 60%. Autre situation où on peut être en difficulté, c'est le rétrécissement aortique est-il vraiment serré, pas serré, et là on sait qu'il est recommandé, en plus de l'échocardiographie, d'utiliser le score calcique valvulaire pour les patients qui ont des valves de tricuspide et pas les patients qui ont des valves de bicuspide, et on peut être très confiant sur le caractère serré du rétrécissement aortique, en tout cas le caractère à mauvais pronostic du rétrécissement aortique, si chez l'homme le score calcique valvulaire aortique est supérieur à 3000, et chez la femme, s'il est supérieur à 1600. 3000 chez l'homme, 1600 chez la femme. Et vous voyez qu'on peut déjà commencer à s'inquiéter à 2000 chez l'homme et 1200 chez la femme. Les 3000, 1600, c'est un cut-off très important à garder à l'esprit et qui vont inciter à proposer un traitement. Il a bien été montré que ce score calcique valvulaire chez le patient qui a une sténose calcifiée
sur une valve tricuspide est associé au pronostic avec toujours ces cutoffs différents chez l'homme et chez la femme. Pour autant, la valeur de ce score calcique à l'échelon individuel reste discutable, et en particulier chez les patients qui ont des rétrécissements optiques à bas gradient et à fraction d'éjection préservée, où leur valeur pronostique n'a pas nécessairement été démontrée. Donc, c'est un outil en plus qui va aider l'imageur, le cardiologue qui fait l'échocardiographie et qui reste en doute après son évaluation clinique et échocardiographique, mais ça n'est pas le seul critère qu'il faut prendre en compte. Comme montre ce papier, vous voyez les courbes de survie en fonction du score calcique qui ne sont pas significativement différentes, en particulier chez les patients low flow, low gradient, fraction d'éjection préservée. Donc finalement, ce qui va être important, c'est d'avoir une vision assez globale du patient qui a un rétrécissement valvulaire aortique. Savoir à quel stade de sa maladie le patient se situe et, si possible, opérer le patient par voie percutanée ou par voie chirurgicale lorsqu'il est en stage 1, c'est-à-dire lorsqu'il a déjà des signes cliniques qui vont apparaître, lorsque sa fraction d'éjection est inférieure à 60%, son strain s'altère, et si possible, quand il n'a pas encore développé une dysfonction atriale et une dilatation atriale, quand il n'a pas encore développé la fibrillation atriale, et a fortiori, quand il n'a pas encore développé une hypertension pulmonaire ou la fuite tricuspide avec la dysfonction ventriculaire droite. Malheureusement, encore aujourd'hui, trop souvent, les patients arrivent en milieu hospitalier en stade 3 ou en stade 4, et on sait que ce stade 3 et ce stade 4 sont associés à une surmortalité indiscutable, et donc il faut être attentif et bien suivre cliniquement nos patients, cliniquement avant tout, mais aussi en échocardiographie, en regardant la valve aortique, son caractère calcifié, les gradients, le volume d'éjection systolique, éventuellement le flow rate, en regardant la fraction d'éjection avec ce cutoff à 55%, voire mieux 60%, et regarder le strain avec ce cutoff à 15%. Et ne pas oublier le cœur droit, la valve mitrale et la valve tricuspide, et s'il commence à y avoir des signes de défaillance atriale ou ventriculaire droit, très probablement le patient doit aller vers un geste de remplacement valvulaire. Comme je vous le montre sur cette diapositive, dans 15% des cas, le patient arrive en milieu hospitalier, en France, au stade 3 ou au stade 4, ce qui est beaucoup trop tard. Il y a des situations particulières et je ne peux pas ne pas parler de l'amylose à transthyrétine dans la mesure où c'est une situation fréquente de ces patients qui ont un rétrécissement aortique, souvent à bas gradient mais pas systématiquement, fraction d'éjection préservée et une importante hypertrophie ventriculaire gauche. Il a été montré dans plusieurs papiers que 1 patient sur 8 qui est discuté actuellement pour un traitement percutané de la valvulopathie aortique sténosante est porteur, en plus de son rétrécissement aortique, d'une amylose à transthyrétine qui pourrait justifier un traitement spécifique. Il faut donc être conscient qu'un patient qui a été opéré du canal carpien, un patient qui a une très importante hypertrophie ventriculaire gauche, qui a une élévation de la troponine, qui a un bloc de branche droit ou un low voltage à l'électrocardiogramme, est susceptible d'avoir une amylose à transthyrétine en plus de son rétrécissement aortique, et donc il faut faire une scintigraphie osseuse, une immunoélectrophorèse des protéines pour exclure l'amylose AL et pour diagnostiquer l'amylose à transthyrétine par la fixation à la scintigraphie, et ainsi peut-être traiter le rétrécissement aortique, mais aussi traiter l'amylose à transthyrétine, c'est très important. Et vous voyez ce score qui peut être utilisé pour faire le diagnostic positif d'amylose à transthyrétine couplé au rétrécissement aortique, avec l'importance du syndrome du canal carpien, l'importance du bloc de branche droit, de l'âge supérieur à 85 ans, de l'élévation de la troponine qui est quand même pas une observation fréquente chez un patient qui arrive pour un bilan de rétrécissement aortique. Donc pensez à l'amylose en plus de rétrécissement aortique. Et puis pour évaluer plus finement les conséquences ventriculaires de notre patient qui a un rétrécissement aortique, il pourra peut-être, plus que ce n'est le cas aujourd'hui, être utilisé bien sûr le strain global longitudinal qui ne fait pas perdre de temps lors de l'échocardiographie et qui est très robuste et qui a une valeur pronostique indépendante. Mais il y a aussi des éléments pour penser que peut-être le T1 mapping et le volume extracellulaire quantifié en T1 mapping peuvent apporter une information pronostique très utile sur la capacité du ventricule gauche à se remodeler en post-remplacement valvulaire. Et tout ceci ira sans doute dans le sens d'un traitement plus précoce des sténoses aortiques, peut-être avant les symptômes chez des patients qui ont des critères de risque en strain, en T1 mapping, mais pour l'instant, nous gardons le principe de traiter que les patients symptomatiques ou avec une Vmax supérieure à 5 mètres par seconde ou avec une fraction d'éjection qui atteint 55%.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ma présentation vous a été utile. Je pense qu'il faut vraiment regarder la valve aortique avec attention, savoir si elle est bicuspide ou tricuspide. Mais il ne faut pas que regarder la valve aortique, il faut regarder les conséquences ventriculaires, mais aussi atriales et sur le cœur droit. Il faut s'intéresser au volume d'éjection systolique et peut-être aller plus loin dans certains cas avec le volume d'éjection systolique rapporté à la fréquence, à la durée de la systole, c'est-à-dire le flow rate. Plaidoyer important pour la mesure du strain global longitudinal, sans oublier bien sûr le score calcique valvulaire et le T1 mapping en IRM pour des patients vraiment difficiles. Et pensez à l'amylose qui est associée au rétrécissement aortique dans 1 patient sur 8 de plus de 80 ans. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour plus de questions. Merci beaucoup et bon congrès. On remercie Dr Erwan Donald pour cette belle conférence et surtout d'avoir respecté le temps, contrairement à nos charmantes oratrices qui sont certes très intéressantes mais trop bavardes quand même. Donc sans plus tarder, je vais inviter mon maître et mon ami professeur Dormi Nawel, qui a commencé l'IRM comme moi. Je peinais encore à différencier la systole de la diastole. Donc je vais l'inviter à nous parler de l'apport de l'IRM dans l'étude du péricarde. Et je l'invite avec tout le respect que je lui dois. Merci, de respecter le temps. Merci Ilyes, mais bon, tout le monde a respecté le temps, je vais essayer de le faire. La règle va s'appliquer uniquement sur moi. Bon, moi j'ai fait un petit calcul, on était 4 orateurs, il y avait 1h30, je me suis dit 15 minutes, 20 minutes, ça ira. Bon, j'espère que le compteur ne s'est pas déclenché. D'accord. Donc on attend qu'il nous lance, j'espère qu'il ne va pas mettre le compteur. Donc mon but aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de cette couche externe qu'on a un petit peu tendance à ne pas lui donner beaucoup d'importance, qui est le péricarde. Et je vais essayer mon objectif, c'est de mettre un petit peu l'intérêt de l'utilisation appropriée des différentes techniques d'imagerie, notamment l'IRM, l'échographie et le scanner. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu la faiblesse, la force de chaque technique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'atteinte péricardique, c'est un large spectre. On peut avoir des atteintes légères, on peut avoir des atteintes modérées, qu'on peut avoir des atteintes qui sont sévères. Et il y a quand même une morbimortalité qui est importante. Et actuellement, je pense que ces techniques vont se positionner parce qu'on va mettre un petit peu en évidence l'inflammation. Parce que quand on fait le diagnostic d'une péricardite, c'est vrai, la clinique, l'ECG, un petit peu l'écho, mais on n'est jamais sûr. On doit mettre en évidence cette inflammation. Et ce spectre, c'est l'intérêt de cette caractérisation tissulaire. Donc on peut avoir une péricardite aiguë associée ou non à un épanchement qui peut se compliquer à une tamponnade jusqu'au stade de la forme chronique et des formes calcifiées. Et on se demande pourquoi il y a certains patients qui font la constrictive et d'autres non. Donc juste un petit rappel, c'est un sac qui entoure le cœur, qui empêche les mouvements qui protège le cœur, qui lui empêche de se dilater, donc il exerce une pression, il l'empêche de s'infecter par rapport aux organes de voisinage, il véhicule les médicaments et les différents traitements, il est composé de fibroblastes, il est composé également de vaisseaux, c'est pour ça qu'il prend le gadolinium, il y a parfois de la graisse et parfois il est directement en contact avec le myocarde. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous montre juste comment ça se voit. Comme ça, quand je vais vous montrer le pathologique, vous savez un petit peu le normal. À l'écho, vous avez l'habitude de le voir. On a un petit peu de difficulté à visualiser le péricarde parce qu'il est très fin, 1 à 2 mm. Alors, en IRM, on se base sur le contraste de la graisse. Il y a la graisse épicardique, il y a le fin liseré de 1 à 2 mm, et puis la graisse péricardique. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est fin liseré, noir, c'est ça le péricarde. Au scanner, si on regarde la paroi antérieure, on le voit aussi bien avec ou sans injection, on pourrait le voir et mesurer son épaisseur. Donc je commence par la péricardite aiguë. Pour vous dire, ça peut être soit isolé, dans 60% des cas, mais dans 30% des cas, ça peut être une atteinte systémique, c'est-à-dire dans une connectivite ou une autre maladie rhumatologique, mais sinon ça peut être une atteinte virale ou autre.
Alors, l'échocardiographie, qu'est-ce qu'elle va nous apporter comme... Est-ce qu'on la fait ou pas quand on suspecte une péricardite? Bon, on va la faire bien sûr, parce que si c'est associé à un épanchement, on doit le quantifier. On va chercher s'il y a des troubles de la cinétique quand il y a une myocardite associée, comme ça a été montré. On va essayer de voir est-ce que c'est un exsudat, comme on avait l'habitude de voir il y a longtemps avec les péricardites, beaucoup de strand. Et donc, on a un certain nombre de critères. Donc, pour dire qu'on a une péricardite, il faut une clinique. La plupart des malades vont avoir cette douleur thoracique qui est assez typique à l'inspiration et positionnelle. On peut trouver un frottement péricardique dans 40% des cas. On peut trouver des troubles de repolarisation, c'est le ST qui est avec concave vers le haut, dans 40% des cas, mais l'épanchement dans 70% des cas. Donc, vous savez, on a besoin de 2 critères parmi 4, mais quand on confirme que c'est une inflammation par un syndrome inflammatoire et surtout par l'imagerie, on est plus à l'aise pour faire le diagnostic. Alors là, c'est l'exemple d'un jeune patient dans les suites d'un Covid avec, regardez, le sus-décalage ST qui est concave vers le haut. Donc, concave, ça décrit un sourire, donc ça nous tranquillise, on ne va pas aller faire la choro. Élévation des troponines avec un petit épanchement, donc c'est une myopéricardite. Là aussi, un autre patient, après, on se demandait tout à l'heure pour les vaccins, donc ça c'est un vaccin Sinopharm, un patient qui avait également fait une myopéricardite, une prise de rehaussement aussi bien au niveau du myocarde que du péricarde. Donc vous voyez très bien que l'IRM cardiaque, elle a un apport. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une caractérisation tissulaire. C'est la seule technique actuellement qui va nous dire est-ce que ce péricarde il est inflammé ou pas, par 2 séquences, l'étude d'Estier qui va montrer de l'œdème et le rehaussement, c'est la prise du gadolinium au niveau de ce péricarde. Alors donc, parce que quand on fait cette IRM quand on montre l'inflammation, ça va guider notre thérapeutique et on va imposer un traitement aux patients. Alors c'est des études qui ont été faites sur 128 patients qui faisaient des péricardites récurrentes. Il faut savoir que dans 10 à 15% des cas, des péricardites, ils vont récidiver. Pourquoi ils vont récidiver? Parce qu'on ne termine pas, les malades, ils ne veulent pas terminer la durée du traitement anti-inflammatoire colchicine, soit qu'ils prennent des corticoïdes alors qu'il y a une réplication virale, soit c'est une recrudescence d'une maladie systémique. Donc il faut vraiment guérir cette première phase. Si le malade il récidive, soyez sûr que 50%, il va encore faire une recrudescence. C'est pour ça que j'insiste, pour faire le diagnostic de l'inflammation, ça a une bonne sensibilité et spécificité qui est voisine 99%. Et donc, voilà ce que vous allez trouver. Une prise de contraste au niveau du péricarde, parfois une myocardite associée. Donc, en cas de péricardite aiguë, quand on la suspecte, bien sûr, on fait l'échocardiographie, mais on fait également l'IRM avec séquence T2 et rehaussement tardif pour mettre cette inflammation. Alors, quand est-ce qu'on va demander l'IRM? Est-ce que systématiquement ou non? À chaque fois que vous avez une suspicion de constriction, quand le malade ne répond pas au traitement, quand vous avez un syndrome inflammatoire qui est persistant, quand le malade ne s'améliore pas, même si vous avez traité par anti-inflammatoire, parce qu'actuellement, il propose des trithérapies et autre chose. Donc, en résumé, l'IRM, elle est importante. L'échographie, c'est l'examen de première ligne, donc il est disponible, on peut le faire au lit du malade. Le scanner, il peut montrer également l'épanchement, mais c'est pas pour cette raison qu'on va le faire. L'IRM, on l'a fait surtout pour montrer cette inflammation du péricarde et pour guider la thérapeutique. À la fin du traitement, on va vérifier ce myocarde, ce péricarde, est-ce qu'il est toujours inflammatoire ou pas? S'il est toujours inflammatoire, on va continuer le traitement. Qu'en est-il en cas de d'épanchement? Donc, on va quantifier de manière arbitraire, vous le savez tous, quantifier est-ce que c'est un épanchement de petite abondance, faible abondance, moyenne abondance ou abondant, donc inférieur à 10, 20 ou au-delà de 20 cm. Alors, l'IRM va montrer, parce qu'on aura une topographie, on va voir les épanchements localisés. C'est intéressant de faire l'IRM dans ce cas, mais son faible, c'est qu'elle ne va pas montrer les calcifications. Donc, au-delà de mettre en évidence l'épanchement, c'est surtout la caractérisation également de ce liquide péricardique. Est-ce que c'est un exsudat ou bien un transsudat? Un transsudat, il y a certains artifices qu'on utilise en IRM. S'il est en hypersignal, on sait que c'est un transsudat, donc on est plutôt tranquille. S'il est trouble, c'est plutôt un exsudat, donc s'il est inflammatoire. Et donc, c'est la seule technique qui va nous caractériser un petit peu le liquide. Donc, au scanner, on fait des mesures en unité à Hansfield et
et en fonction du degré, donc si c'est moins de 10, c'est un transsudat, au-delà, c'est un exsudat, au-delà de 60, c'est du sang au niveau de cette cavité péricardique. Donc, et au-delà de ça, on va mettre en évidence cette inflammation. Donc, les 3 techniques se valent en cas d'épanchement. Faites votre écho, quantifiez votre épanchement, cherchez des signes de compression précoce. Le scanner également va vous quantifier et vous dire cette caractérisation tissulaire du liquide péricardique. L'IRM également avec la caractérisation aussi bien du liquide péricardique que du péricarde. Donc, un mot sur la tamponnade. Quand vous dites tamponnade, c'est un examen c'est un diagnostic qui est totalement clinique. Donc, signe de bas débit avec des signes droits. On n'a pas besoin de faire les explorations. C'est surtout l'échocardiographie qui va montrer un collapsus du ventricule droit, un collapsus de l'oreillette droite qui occupe 30% du cycle cardiaque, une veine cave inférieure qui est dilatée, qui n'est pas compliante, des variations respiratoires, une augmentation des flux à l'inspiration à droite au-delà de 60% et diminution à gauche d'environ 40%. Et donc, je vous ai dit, pas d'indication du scanner, sauf si c'est une dissection et vous allez trouver un épanchement hématique. Donc, c'est une découverte plutôt de cet épanchement, mais on ne fait pas, pour la tamponnade, on ne fait pas de scanner ni d'IRM. On fait une échocardiographie, on fait notre diagnostic et on fait la ponction pour le patient. On passe à la dernière pathologie qui est la constriction péricardique. Et donc, les 3 techniques sont importantes dans l'évaluation des constrictions péricardiques. Alors, donc, ça va montrer un aspect qui est assez déformé des ventricules, une paroi qui va buter contre cette péricarde qui est épaissie, une veine cave qui ne respire pas bien, un septum, un bas septum, et surtout les variations respiratoires qui augmentent à l'inspiration à droite, à l'expiration, il augmente à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est l'étude des flux. Donc le flux de remplissage, on a une grande onde E, et les vélocités au niveau de l'anneau mitral, elles sont préservées. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau septal, l'onde E', elle est supérieure à l'onde E' latérale, tout simplement parce qu'il y a des spicules qui peuvent toucher la paroi latérale, et donc on l'appelle annulus reversus. Ça veut dire que l'onde E septale, elle est supérieure à l'onde E latérale. Dans le même ordre d'idées, on va avoir une altération parfois du strain global latéral au niveau latéral. On peut avoir un flux d'IP, donc il y a pas mal d'indices qui vont nous orienter pour rechercher les signes de constriction péricardique. Le banc septal, les dilatations des oreillettes, de la veine cave, les variations des flux, le flux de remplissage et le Doppler tissulaire avec le strain. Donc, il y a une certaine méthodologie quand vous allez faire votre échocardiographie. Vous faites votre profil de remplissage. Donc, vous trouvez que l'onde E est supérieure, nettement supérieure à l'onde A. Vous voyez que vous avez une dilatation de la veine cave inférieure qui n'est pas compliante. Vous allez faire votre Doppler tissulaire. Vous êtes à l'aise quand il est allongé. Donc, au-delà de 8, c'est pas comme dans la CMR où il est abaissé. Vous trouvez votre onde E septale qui est supérieure au latéral. Donc, vous êtes plus réconforté dans votre diagnostic. Et bien sûr, quand vous avez un reflux diastolique à l'expiration au niveau des flux des veines sus-hépatiques. Alors, quel est l'apport de l'imagerie? Alors, l'IRM, elle se positionne parce qu'elle va vous permettre de voir ce péricarde qui est épaissi. Donc, regardez sur cette coupe petit axe, regardez ce péricarde qui est vraiment épais. Donc, également en 2 cavités, regardez, c'est accolé à la paroi inférieure du ventricule gauche. Et là, on le voit très bien dans les séquences de son noir. Regardez ce péricarde qui est épais de manière circonférentielle. On peut également voir d'autres signes, à savoir, quand on fait les séquences de tagging, le tagging il permet de voir le péricarde et le myocarde. Normalement, ces 2 feuillets glissent l'un contre les deux. Donc, quand vous avez une péricardite constrictive, il y a le feuillet qui devient rigide, qui est accolé à la paroi. Il empêche le glissement du péricarde sur l'endocarde avec l'épanchement pleural, avec une déformation tubulaire au niveau des ventricules, une dilatation des oreillettes. Donc, il y a pas mal de signes, aussi bien anatomiques que hémodynamique. Hémodynamique, c'est l'interdépendance qui met en évidence l'interdépendance entre les 2 ventricules. À l'inspiration, à l'augmentation du retour veineux, vous avez le septum qui va bomber vers le ventricule gauche. Donc, regardez là, on le fait en respiration libre et on voit que le septum, il est décalé vers le ventricule gauche à l'inspiration sur cette coupe petit axe. On peut aller faire plus une estimation hémodynamique comme ce qu'on fait en l'échocardiographie en recherchant le flux mitral et le flux tricuspidien. Donc, on peut faire avec des séquences de contraste de phase, mais c'est des séquences qui sont très chronophages pour essayer de mettre en évidence l'augmentation des flux qui sont à droite à l'inspiration.
Alors là, c'est un exemple fait en début de semaine, lundi dernier, un patient qui présente des signes d'insuffisance cardiaque droite, une ascite, c'est récidivant, il ne s'améliore pas. Donc regardez, il y a un épaississement péricardique avec une dilatation bio-auriculaire, une pléthore de la veine cave inférieure, une ascite, le bande septal, l'absence de glissement, donc on a pratiquement tous les signes, sans prise de rehaussement. Alors, pourquoi j'insiste sur la prise de rehaussement tardif? Parce que sur une série de 25 patients qui ont été opérés pour une péricardite constrictive, mais il y avait de la prise de contraste spontané, ils ont montré qu'il y avait des phénomènes inflammatoires. C'est une péricardite qui est active. Il y avait des néovaisseaux, il y avait des fibroblastes. Et donc, ça veut dire que le processus, il est toujours actif. Donc, au lieu d'aller opérer ces patients, quand ils sont en phase inflammatoire, il faut prolonger le traitement et le reprendre par la suite. C'est le cas de cette jeune patiente qui était hospitalisée au service pour un tableau d'insuffisance cardiaque droite, une adiastolie chronique en rapport avec une péricardite constrictive au stade inflammatoire. Donc, on l'a traitée, puis on a fait la décortication dans un second temps. Là, c'est toujours le scanner du même patient que je vous ai montré, vu lundi dernier. Regardez, au scanner, on le fait systématiquement dans le bilan. Donc, c'est un péricarde qui est calcifié, qui est épais, qui entoure le cœur. Et sur les images de reconstruction, on voit que cette péricarde, cette ombre qui entoure le cœur, donc on va aider le chirurgien. Le scanner, il est bien parce que c'est la seule technique qui nous permet, en dehors de la radio de poumon, de nous montrer ces calcifications. Ça permet de montrer les rapports pour le chirurgien, surtout quand on va l'adresser en chirurgie, et il nous montre un petit peu les rapports avec les gros vaisseaux. Là, c'est toujours des exemples de patients de la série, donc des calcifications qui sont importantes sur les images de reconstruction, c'est vraiment très impressionnant. Là, c'est un patient qui a été opéré pour un pontage et par la suite, il a commencé à faire de la constriction un peu plus tard que l'intervention. Donc, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il a des signes d'adiastolie chronique à l'échocardiographie. Quand on a fait l'IRM, regardez cette espèce de... En fait, c'est un hématome vieilli au niveau de cette paroi inférieure du ventricule droit et du ventricule gauche qui exerce une compression avec une absence de glissement. Donc, en conclusion, l'échographie, elle est maîtresse, elle vous permet d'orienter, surtout, elle fait une étude hémodynamique. Le scanner, c'est surtout avant la chirurgie pour montrer les calcifications. L'IRM pour la caractérisation tissulaire. S'il n'y a pas de rehaussement, on peut l'envoyer rapidement pour la décortication. S'il y a de l'inflammation, il faut prolonger un petit peu le traitement anti-inflammatoire. Donc, c'est sur les recommandations qui ont été faites en 2015. Donc, c'est recommandé de faire une IRM et un scanner dans une péricardite constrictive. Une entité dont je vais vous parler, c'est les constrictions péricardiques associées à un épanchement. Ça veut dire un patient qui va se présenter, il a des signes d'adiastolie. Vous allez le ponctionner, vous allez vous dire peut-être c'est l'épanchement qui comprime le cœur. Vous allez le ponctionner, il a toujours des signes droits. Et ça me rappelle, il y a longtemps, en 2015, c'est un patient qui est venu pour cet aspect-là. On a fait l'IRM. Moi, je leur disais, non, ce feuillet VCAP et péricardique, il la colle, c'est lui qui est responsable de cette constriction. Bon, on s'est dit, après le stade, dans un premier temps, on l'a ponctionné, drainage chirurgical, et par la suite, il a fait apparaître à l'échocardiographie les signes de constriction péricardique. Ça veut dire que c'est son péricarde qui était également responsable de cette constriction. Donc, on avait tous les signes, le E supérieur à A, le E' à 8, les variations respiratoires. Et quand on a fait l'IRM après, regardez cette déformation, ce péricarde qui est épais et cette prise de contraste qui était importante. Antécédent tuberculose en 2007 traité, ça n'a pas marché. Ensuite, on a commencé le traitement bacillaire pendant 6 mois. On a refait l'IRM, il y a toujours de l'inflammation. Donc, on a prolongé le traitement bacillaire 1 an. Et puis, on l'a repris avec bonne évolution, son écho de contrôle. Regardez la veine cave qui se collapse sans variation respiratoire. Juste une petite série. Donc, on a 76 cas, 41 ans, prédominance masculine. L'étiologie la plus fréquente, idiopathique, mais on a quand même beaucoup de tuberculose, peu de post-opératoire. Dilatation cavitaire, surtout des oreillers de la veine cave inférieure. On avait quand même une prise de contraste dans 28% des cas, donc ce qui nous a fait prolonger le traitement chez ces patients, avec une bonne corrélation de ce qu'on a trouvé à l'IRM, l'épaississement. Donc, à chaque fois qu'on disait que c'était épaissi à 8 ou 10 mm, le chirurgien trouvait la même chose avec les calcifications. Donc, un cas du patient qui avait des calcifications étendues. Donc, voilà la décortication, qu'est-ce qu'elle a enlevé de son péricarde. Donc, juste on compare un petit peu notre série. Bon, quand je demande aux résidents d'écrire cet article, ils me disent non, madame, c'est pas intéressant, il n'y a pas beaucoup de malades. Mais je leur dis quand même 76 cas par rapport à la littérature, 95, 135. Donc, je pense que ça pourrait passer dans une revue. Donc, on va essayer, c'est en train d'être rédigé.
Pour terminer, je ne pourrais pas ne pas parler des masses péricardiques. Ça peut être soit primitive, soit secondaire. Et dans ce cas, on fait l'écho, mais c'est obligatoirement de faire l'IRM cardiaque, le scanner, surtout le scanner pour voir les organes de voisinage, pour voir s'il y a des adénopathies, pour voir s'il y a un envahissement. L'IRM, c'est pour la caractérisation tissulaire. À chaque fois qu'il y a une prise de contraste, ça veut dire que c'est une tumeur. Je ne veux pas dire que c'est bénin ou malin. On fait une approche histologique, mais on ne va jamais remplacer l'anapathe, parce qu'il y a des confrères qui m'envoient une tumeur, me disent alors c'est quoi? Je n'ai pas la loupe, je ne suis pas anatomopathologiste, mais j'essaie d'approcher un petit peu le diagnostic. Donc IRM et scanner, important à faire. Là, c'est un jeune médecin qui est venu me voir pour une dyspnée. Alors, on trouve une masse latéro-VG, donc qui est assez étendue. Heureusement pour lui, ça n'entraîne pas d'adiastolie. Alors, l'échographie, c'est pratiquement les mêmes conclusions, avec une prise de contraste qui est un petit peu hétérogène. Il fait un PET scan. Regardez, il y a une hyperactivité. On avait conclu à l'époque un lymphome avec Dr Al-Fakher. Donc, il a reçu son traitement. Chimiothérapie, regardez là, c'est la prise de l'hyperfixation, et là sur le PET scan de contrôle avec disparition de cette hyperactivité. Donc regardez en noir et blanc, hyperactivité au PET scan avec une guérison après chimiothérapie. Je m'excuse de la qualité des images, donc regarde, je remercie Rita qui m'a envoyé hier les images de l'appareil d'écho. Donc il y a la disparition de la tumeur quasiment lors du contrôle. Donc en résumé, je vais vous dire le scanner obligatoire quand on veut faire une étude anatomique, quand on cherche les calcifications. L'IRM, c'est surtout pour l'étude hémodynamique et caractérisation tissulaire. Je me projette dans l'avenir pour vous montrer qu'il y a une étude qui s'est basée également sur l'intérêt du PET scan dans le péricarde, tout ça pour montrer l'inflammation, pour essayer de traiter, de prolonger le traitement et d'arrêter les anti-inflammatoires une fois qu'on a une guérison de ce péricarde. Donc l'échocardiographie, c'est le traitement, c'est l'exploration en première intention. Scanner IRM, c'est des techniques qui sont complémentaires. Le scanner, c'est surtout pour les calcifications et l'anatomie, et l'IRM pour la caractérisation des tissus et des liquides. Donc, et pour finir, j'aimerais bien qu'on ait un centre d'excellence pour cette pathologie péricardique. On aura des cathétériseurs, des IRMistes, des scanners, un cath lab, une salle de chirurgie à côté. On aura des spécialistes à côté des internistes, parce que c'est une pathologie qui touche également, on a un contact avec les rhumatologues et les maladies de système et autres. On a besoin également d'un bon laboratoire pour faire tous les bilans d'un laboratoire d'anapathe. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.